À la suite d'un détournement d'un banquier sur les comptes d'un client de 50 millions de shekels sur 50 ans, nous vous conseillons de consulter quotidiennement vos feuilles de compte et de nous contacter en cas de besoin. Nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Eh bien, on va faire un survol avec vous de l'actualité économique que vous avez surligné, on va dire, dans la presse israélienne en particulier. Et on va commencer en parlant de l'inflation du mois de septembre. Alors, elle est bonne, cette inflation? Elle est encourageante ou pas? Ou en tout cas, le taux d'inflation est-il un petit peu moins élevé que ces derniers mois? Alors, comme d'habitude, vous posez bien la problématique. D'ailleurs, je voudrais vous dire que vous avez fait une bonne introduction dans votre revue de la presse sur ce sujet de l'inflation et de la vie chère en Israël. Ouais. Et donc, c'est pas moi, mais c'est dans la presse, oui. Sûrement, vous vouliez me faire une introduction à ma chronique. Pour revenir, d'abord les chiffres. Vous avez raison, il faut toujours d'abord les faits. L'inflation au mois de septembre a été de 0,2%. On attendait 0,1%, c'est légèrement supérieur. Encore une fois, sur un an, on parle de 4,6%. On est au-delà de ce que veulent la Banque d'Israël et le gouvernement qui parle d'un maximum de 3%, mais on est très éloigné des chiffres européens qui sont maintenant à plus de 10% en moyenne. Et je parle de l'Allemagne même, qui est un pays pourtant où il n'y avait pas d'inflation, et des États-Unis qui comptent beaucoup pour nous, qui sont entre 8 et 9%. Donc, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Pourquoi? Alors, et surtout... Est-ce que c'est parce qu'on est parti beaucoup plus haut que les autres pays, puisque les prix sont déjà chers, bien plus élevés que dans d'autres pays, on le sait, dans les denrées... Non, c'est pas pour ça. Et d'abord, encore une fois, ce qui est important d'ailleurs pour l'avenir, pour les gens, c'est l'inflation estimée par les économistes, par les marchés financiers, s'il n'y a pas de mauvaise surprise, sera en dessous de 3% en Israël l'année prochaine. Donc, on reviendra dans l'objectif à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a 0,2%? Justement pour peut-être aussi répondre à votre question. Il y a l'immobilier, on va revenir après dessus. Et il y a aussi les prix des fruits et légumes qui ont augmenté de 3%, les fruits et légumes frais. Et je vous demandais, vous qui m'avez dit que vous faites les courses, quel est à votre avis le fruit qui a le plus augmenté au mois de septembre? Et de combien? Les mangues? Non. Ah bon, pardon. Ben, je ne sais pas. Les pastèques? 40%. Oui, mais les pastèques, au mois d'octobre, une pastèque, c'est plus véritablement de bon augure. D'abord, je pense que vous posez d'ailleurs votre réflexion est très bonne. C'est-à-dire, on n'est pas obligé en tant que consommateur israélien d'aller acheter beaucoup des produits qui maintenant sont moins à la mode. Tout Israélien sait qu'après au milieu du mois de septembre, on n'achète plus de pastèques. Oui, et je m'étonne d'ailleurs que l'Institut de la statistique y accorde tellement d'importance parce que je pense qu'effectivement, que les gens, les ménages consomment moins de pastèques maintenant qu'ils l'ont consommé évidemment. Au mois de juillet. C'est important parce que ça revient à votre sujet que vous avez parlé aussi par rapport à la pénurie alimentaire. Vous avez parlé d'un combat qui existe entre les super et les importateurs et les fournisseurs extérieurs. D'abord, je voudrais revenir ici puisque vous parlez d'une position avant et de ce qui est-ce que avant c'était plus cher. Israël, on voit l'intérêt pour Israël, même si ça coûte des fois un peu plus cher, d'avoir beaucoup de choses qui sont produites par eux-mêmes. Parce que par exemple, les cornflakes qui sont de l'extérieur vont nous coûter beaucoup plus cher. Maintenant, ils veulent augmenter au 1er novembre. Le fait d'avoir sa propre production nationale peut permettre aux régulateurs ici de faire que les prix ne soient pas trop durs pour la population et qui manque pas. Et donc ça c'est important à dire. Maintenant vous allez me dire oui mais il y a du lait maintenant il manque. Je sais pas si vous avez parlé que le lait manque maintenant dans les super, surtout parce que Tara a décidé de demander une augmentation de 5% et les super beaucoup n'ont pas voulu. Ça c'est quelque chose qui est momentané sur un produit. Mais en général c'est évident que si on a une production intérieure, même je dirais souvent, on va en parler peut-être dans le deuxième sujet, subventionnée par l'État, ça permettrait d'éviter le problème
de la vie chère. Maintenant, un mot encore si je voudrais sur l'immobilier. L'immobilier a beaucoup déçu. L'augmentation, parce qu'il a été de 2% ce mois-là, cette période-là, de la façon dont l'INSEE le calcule. Et sur un an, on a 20%. Ce n'est pas arrivé depuis 10 ans, c'est quelque chose de très très embêtant. C'est, je dirais même, on va récemment parler du défi du nouveau gouvernement quand il y aura lieu. Ce sont les prix de l'immobilier il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a des choses que même l'économiste du Trésor a fait remarquer. Il y a une baisse de 50% de vente des prix neufs. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens achètent moins. Et ça veut dire que les promoteurs qui ont maintenant des terrains, et qui veulent maintenant vendre leurs immeubles, en tout cas sur plan, ont plus de mal. Et donc, on pense qu'à un moment donné, ça va faire baisser les prix parce que ils ont un besoin de trésorerie et donc ils vont être obligés de baisser un peu les prix pour pouvoir vendre. Maintenant, une chose très très intéressante d'ailleurs au niveau de l'immobilier, encore une chose que je dirais, c'est que surtout pour les appartements neufs, il y a en hébreu ce qu'on appelle Madad Tzume Abniya. Ça veut dire le coût de la construction. Et les gens sont souvent indexés à ça. Et ce mois-là, il a été de 0%. Donc, c'est aussi un signe encourageant pour l'avenir. Et la plupart des économistes disent qu'on aura la chose suivante. On est haut d'une bulle immobilière, surtout à Tel Aviv, et on va commencer freiner et après baisser. Dernière chose, il y a une transaction mystérieuse que le ministère des Trésors a dit qui s'est passée en août, qui est à Tel Aviv de 120 millions de shekels. Au moins, certains parlent de 150 millions de shekels. On parle d'un étage qui aurait été acheté, on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi. Ah oui, il y a un étage. Ça fait beaucoup de bruit. C'est la Tour Shalom, c'est un double penthouse de la Tour Shalom. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça, c'est encore une autre chose. Oui, j'ai vu ça aussi. C'est autre chose que pas tous les détails sont connus. Le ministère des Finances veut dire par là que il a des chiffres qui prouvent qu'on est en haut de la bulle financière. Et je redis aux gens aussi, bien sûr, ils le voient dans les prix hypothécaires. C'est pas le moment d'acheter maintenant, et que ceux qui peuvent, qu'ils attendent un petit peu, alors ils auront des bonnes surprises. Ok, on l'espère. Alors on va parler avec vous d'un titre qui à chaque fois me fait hérisser les cheveux. C'est un excédent budgétaire de 33 milliards, donc qui est enregistré depuis le début de l'année 2022 dans les caisses d'Israël. Ça veut dire qu'il y a un excédent de 33 milliards qui est bien au chaud dans les caisses de l'État, mais qui n'est pas utilisé ni pour les couches sociales les plus défavorisées, ni pour l'éducation, ni pour les secteurs privilégiés qui sont en difficulté. Votre question est la vox populi, c'est-à-dire ce que vous dites est vrai, il est mentionné dans la presse. Je voudrais encore donner un chiffre. D'où ça vient d'abord? C'est encore de nos impôts? Ah oui, à 35 milliards de shekels ce mois-là, ce mois de septembre, d'impôts, de recettes d'impôts. Effectivement, ça, je voulais le dire. Maintenant, pour ce mois-là, je parle de un mois, on a été un léger déficit de 100 millions, à comparer à le déficit de septembre de l'année dernière, qui était de 6 milliards de shekels. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à ce excédent annuel de 33 milliards depuis le début de l'année, 55 milliards depuis un an. Maintenant, ce que vous dites, la chose suivante. Comment le ministère des Finances utilise cet argent? Il utilise cet argent pour rembourser les dettes que l'État d'Israël a contractées, soit sur le marché intérieur par les emprunts obligataires d'État, soit sur les marchés extérieurs. Ça veut dire le remboursement de la dette par rapport au PIB? Voilà, baisse chaque fois. Alors que on est dans les 60%, quelque chose comme ça. Et ça ne fait que baisser. On est à plus de 120%. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc, encore une fois, ça, je dirais, c'est un sujet important parce que vous avez parlé de sujet qui n'est pas abordé au niveau politique par la vie chère. Je dirais que cette période de un an de gouvernement, encore une fois, je ne sais pas sur le plan politique, je constate les faits économiques. C'est en vérité ceux qui ont fait la politique, c'est les fonctionnaires du ministère des Finances. On peut penser que la commission des finances ou les politiques ont leur mot à dire parce qu'ils représentent le peuple, mais en fait, on voit que les choix qui ont été faits ont été fait un choix par les hauts fonctionnaires du ministère des Finances. Et comme vous dites, c'est un problème parce qu'il y a des problèmes sociaux, il y a maintenant un problème de vie chère et un problème aussi de production, de subventions aux agriculteurs, etc., qui aurait pu être réglé d'une autre façon. Et effectivement, c'est un débat bon d'avoir. Allez, une information assez insolite. C'est un banquier israélien qui avoue avoir volé 50 millions de shekels à un couple, et cependant des années. Expliquez-nous comment un tel phénomène est-il possible?
Oui, je voudrais dire ce titre-là a été dans la presse économique et j'étais assez étonné que les gens n'aient pas plus entendu parler de ça, c'est-à-dire c'est pas venu aux informations générales. C'est quelque chose qui est un fait de société et très grave à mon avis. Une dame était mariée avec un monsieur homme d'affaires qui a marché très bien toute sa vie et à un moment il est mort. Et quand il est mort, ça a marché moins bien pour elle. Et donc mais elle savait qu'elle avait sur elle beaucoup d'argent dans son compte courant. Et à un moment donné, la banque lui a dit, il reste plus rien dans le compte courant, il faut que tu prennes des emprunts. Alors elle était assez étonnée parce qu'elle savait qu'elle avait beaucoup d'argent. Alors elle a fait ça après des dizaines d'années. Elle a regardé ses feuilles de compte. Et elle a vu qu'il y avait de l'argent qui était parti, pas qu'elle l'avait fait, mais parti sur des choses dont elle n'avait pas donné l'ordre. Ouais. Elle est allée chez son banquier qu'elle connaissait depuis des dizaines d'années, un banquier très important, ils n'ont pas dit le nom, mais un banquier très important dans la banque Hapoalim, qui est la première banque d'Israël, et à Tel Aviv. Ça veut dire, c'est vraiment pignon sur rue. Et elle lui a dit, qu'est-ce qui se passe là? Et il lui a dit, écoute, kapara laïr, comment on dit, pardon sur moi, ou je sais pas comment on traduirait ça en français. J'avais besoin d'argent, etc. Je te demande de pas en parler aux autres. Voilà, oui, effectivement, c'est pas maintenant seulement, c'est pendant 45 ans, je vous ai volé 50 millions de shekels. Ah bah, dis donc. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cette vidouille, comment dire, cette confession, c'est de l'ordre de Kippour, hein. Ouais. Elle l'a fait avec une caméra cachée, donc elle avait des preuves. Et avec ça, donc, je suppose qu'elle était commencée par un avocat, et donc, elle avait une preuve comme quoi cet monsieur-là a avoué son crime. Maintenant, elle est allée chez un avocat qui va faire une plainte contre la banque Hapoalim pour une somme de 62 millions de shekels. Réaction d'abord de la banque Hapoalim, nous ne pouvons rien vous dire, sachez que maintenant c'est chez la police, et nous regrettons, je crois qu'ils ont dit qu'ils étaient désolés de ce qui s'était passé. Ouais. Maintenant, les questions que vous avez posées d'abord. Comment quelque chose puisse se passer après ce qui s'est passé il y a plusieurs années sur la banque Le Misra. Vous savez, il y a une banque qui avait explosé dans les mêmes circonstances, mais lui, il avait fait... Pas tout à fait. Parce qu'elle avait fait à beaucoup plus d'argent et à beaucoup plus de clients. Mais on aurait pu penser que depuis, les banques ont pris leurs mesures pour empêcher mesures intérieures de protection, de surveillance. Où est la Banque d'Israël? Vous savez que la Banque d'Israël, la moitié de la Banque d'Israël, ça s'appelle Pikoar Raban, qui veut dire surveiller les banques. Comment ça se fait que la Banque d'Israël surveille tellement mal la Banque Hapoalim et ce qui se passe là-bas? Et c'est aussi une question qui a posé et une question affligeante par rapport aux régulateurs. Maintenant, moi, je m'adresse... Quelle est la probabilité de cette dame de récupérer au moins une partie de son argent de la Banque Hapoalim? Je pense très importante, mais on m'a demandé pourquoi elle a fait un procès. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont un compromis. Je ne sais pas. Je pense qu'elle récupérera son argent. Enfin, de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Maintenant, ce que je voulais dire, la chose suivante, c'est que... Et on ne connaît pas l'identité du banquier? Non, ils n'ont pas dit. Ah bon? Oui, je ne sais pas pourquoi la presse n'a pas voulu le dire. Ils ont donné il est et tout ça pour que les gens le sachent. Alors, ce que je veux dire qui est très important. D'abord, je redis aux gens qui m'écoutent, faites-le et dites à la plupart des gens, regardez votre feuille de compte. Maintenant, on a des applications, il y a ceux qui veulent sur leur téléphone, tous les jours. Regardez. Oh là là. Maintenant, je vous dis une chose, que si vous allez demander au banquier, et ça m'arrive de le faire avec les Olim que j'ai fait, pour leur dire comment ça se fait que ça s'est passé, comment ça se fait qu'on m'a pris telle commission ou telle autre, ça va immédiatement, ils savent que vous êtes quelqu'un qui vérifie et vous ne serez pas tenté par quelqu'un qui sait que vous ne laissez pas l'équipe de compte. Donc même si vous avez n'importe quelle question, montrez-leur et dites-leur, et surtout avec ceux avec qui c'est un rapport, que vous sachez que vous regardez vos comptes. C'est très très important et je le dirai jamais assez. Maintenant, je me permets de dire en tant que Kalita, comme vous le savez, j'accompagne des Olim, des fois dans les banques, quand vraiment c'est des cas très durs. Et comme je dis souvent, Kalita ne m'a pas encore donné un budget de calmant pour lorsque je dois faire ces visites dans les banques. Mais je voudrais vous dire récemment 2 choses qui me sont arrivées par rapport aux Olim et vous serez stupéfaits. En tout cas, pour la moitié des choses. Quelqu'un qui m'a récemment dit, sa maman était venue de France, c'est-à-dire était pas israélienne. Elle avait ouvert un compte ici avec son mari, et on a le droit, on peut le faire, et elle était décédée. Cette personne maintenant va faire sa lia, veut récupérer son argent. Il y avait 200 000 shekels. Elle avait des preuves comme qu'il y avait 200 000 shekels à Tel Aviv, dans une banque. Je dis, si vous voulez, je peux te dire non, peu importe. Elle est allée là-bas, et on lui a dit, écoutez, il n'y a plus de compte,
votre succursale n'existe plus. 200 000 shekels évaporés. Alors, et c'est des mois qu'on lui dit ça. Elle s'est adressée à Kalita, donc c'est venu à moi. Et ça, je voudrais dire, grâce à Kalita et aux interventions, j'ai des contacts maintenant dans beaucoup de banques. Et je peux arriver, moi, à faire, encore une fois, grâce à Kalita, des choses que le commun des mortels n'y arrive pas. Comme j'ai ces contacts-là. Donc, j'ai téléphoné à mon contact dans cette banque-là, c'était la Banque Leumi pour pas la citer, et je lui ai dit, voilà, est-ce que tu peux me retrouver ce compte? 2 heures après, j'avais le numéro du compte, l'endroit où il fallait qu'elle aille, exactement la succursale où elle est, et qui va s'occuper en face d'elle de lui redonner son argent. Donc, c'est des choses qui arrivent souvent, voilà. Qu'on leur dit que les comptes sont évaporés. Et je vous dis, si vous avez quelque chose comme ça, n'hésitez pas à contacter Kalita, soit par le service d'Ayala Bloom, soit à Kalitime. Et donc, et on me passera ça, et il y a des fortes chances que j'y arrive. Alors, ça, c'est une chose très importante. Et une deuxième chose que je voudrais dire, parce que ça on a dépassé énormément, tant pis pour le dernier sujet, pour les Olim, c'est que quelqu'un encore récemment, c'était Ariel, avait dans une banque fait venir de l'argent, c'était un cas très très dur parce que son mari était à ASMR, la banque lui empêchait d'avoir ces euros qu'elle avait fait venir de France, n'importe où, elle demandait beaucoup de choses comme vous savez. J'ai fait intervenir un expert comptable avec qui je collabore, il a parlé et ça s'est résolu en 1 heure. Elle a eu de nouveau pu récupérer ça. Eh bien, donc, le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'abord consulter vos comptes en banque et puis être en contact avec vous, docteur Daniel Guggenheim. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour ce survol de la presse économique.